Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreuses de personnes riches et prospères qui ont eu une vie privilégiée. Pourtant, il existe aussi des cas de personnes riches qui sont poursuivies par la tragédie, allant de malédictions familiales à des disparitions sans laisser de traces. Dans cette vidéo, nous allons explorer tout cela et bien plus encore. Pour notre première histoire, nous allons à New York, où une héritière a disparu sans laisser de traces, un récit raconté par le brillant Briefcase. Dorothy Harriet Camille Arnold est née à New York le 1er juillet 1885. Son père était Francis Rose Arnold, un homme d'affaires dont la famille remontait au début de la colonisation européenne en Amérique du Nord. L'un de ses ancêtres serait arrivé à Plymouth Rock à bord du Mayflower en 1620. Ses ancêtres plus proches s'étaient intégrés à la haute société et aux affaires new-yorkaises, Francis lui-même étant associé de la F.R. Arnold Company, une société d'importation qui faisait venir des produits de luxe en Amérique depuis l'étranger. C'était une époque de prospérité sans précédent aux États-Unis, ce qu'on a appelé le Gilded Age ou Âge d'or. Ainsi, l'entreprise Arnold, spécialisée dans le parfum, prospérait, ce qui signifiait que Dorothy a grandi dans l'aisance au sein d'une famille connue dans tout Manhattan. La mère de Dorothy s'appelait Mary Martha Arnold. Son nom de jeune fille était Samuel et elle venait d'une famille éminente dont les origines se trouvaient au Canada britannique. Elle et Francis eurent 3 autres enfants, un fils, John, qui était plus âgé que Dorothy, ainsi qu'un autre fils et une fille, Dan et Marjorie, nés dans les années qui suivirent la naissance de Dorothy. Pour renforcer encore le statut social de la famille, la tante de Dorothy du côté paternel, Harriet, était mariée à Rufus W. Peckham, un avocat renommé qui a été juge à la Cour suprême des États-Unis entre 1895 et 1909. Toutes ces relations allaient garantir que, lorsque Dorothy disparut soudainement de nombreuses années plus tard, l'histoire attirerait une attention médiatique considérable à New York et dans tout le pays. L'enfance de Dorothy s'est déroulée comme on pourrait s'y attendre pour la fille d'un riche homme d'affaires à New York, au plus fort du Gilded Age. La famille vivait dans une grande maison de ville dans l'Upper East Side de Manhattan et y employait un personnel considérable. En grandissant, elle a fréquenté la prestigieuse école Veltin pour jeunes filles. Celle-ci avait été fondée en 1886 par Louise Velton comme une école à Manhattan pour les filles des familles les plus aisées de la ville, avec un programme très progressiste pour une école de filles selon les standards de l'époque. Là, les jeunes filles étudiaient des matières telles que la littérature anglaise, les classiques grecs et romains, ainsi que le français, mais elle a également étudié des matières scientifiques comme la chimie et la physique. Après son passage à Velton, Dorothy partit pour le Bryn Mawr College en Pennsylvanie, quittant New York pour la première fois pour une longue période de sa vie. Là-bas, elle s'est consacrée à la littérature et a voulu devenir écrivain. Elle a obtenu son diplôme en 1905 à l'âge de 20 ans. Après avoir obtenu son diplôme, elle a de nouveau vécu chez ses parents dans l'Upper East Side et on la voyait souvent lors des événements de la haute société à Manhattan. Pourtant, elle a conservé des ambitions d'écriture. Après un séjour dans la maison de vacances familiale dans l'État du Maine à l'automne 1910, elle a informé son père qu'elle voulait avoir son propre appartement à Greenwich Village. C'était un quartier qui avait déjà commencé à acquérir une réputation de centre de la bohème et d'activités littéraires. Au cours de 1909 et 1910, elle avait également composé plusieurs histoires avec des titres comme Flamme de poinsettia et Feuilles de lotus. Pourtant, malheureusement pour Dorothy, ces histoires avaient été constamment rejetées par les éditeurs à qui elle les avait envoyées. Pire encore, sa famille se moquait de ses ambitions littéraires et son père avait refusé de financer son désir de vivre à Greenwich Village, lui disant qu'elle pouvait tout aussi bien écrire dans la maison familiale que dans le sud de Manhattan. Ses revers personnels ont été importants pour la suite de son histoire, comme nous allons bientôt le voir. Par un matin froid du 12 décembre 1910, Dorothy décida de se rendre dans le centre-ville depuis la maison familiale des Arnold. Sa mère lui avait proposé de l'accompagner, mais Dorothy lui dit de ne pas le faire et l'informa qu'elle descendait simplement sur la 5e avenue pour acheter une robe de soirée pour une fête qui allait être organisée pour sa jeune sœur Marjorie dans quelques jours. Dorothy se rendait également à la librairie Brentano pour récupérer quelques livres.
Le jour en question, on a remarqué qu'elle était bien habillée, portant un manteau coûteux en serge bleu avec de la fourrure et un sac en satin. Ce sont des points importants à noter, car ces vêtements coûteux l'auraient fait remarquer dans les rues animées de Manhattan et auraient pu faire d'elle une cible pour un vol. Elle portait également un chapeau en velours noir très voyant, orné de 2 roses bleues. Sur la 5e avenue et dans certaines rues adjacentes, elle a acheté plusieurs choses, dont une boîte de bonbons dans un magasin où la vendeuse l'a reconnue suffisamment pour porter l'achat au compte de la famille sans même lui demander qui elle était. Devant la librairie Brentano, Dorothy est tombée sur Gladys King, une connaissance de la famille qui devait assister à la fête de Marjorie dans quelques jours. Elle a remis à Dorothy les lettres d'acceptation qu'elle comptait poster pour confirmer sa présence à la fête, en remarquant que cela lui ferait économiser un timbre. C'était vers 14 heures dans l'après-midi. Dorothy a mentionné à Gladys qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle dans l'Upper East Side et qu'elle le ferait probablement en traversant Central Park à pied. Sur ce, elles se sont séparées. Gladys King serait la dernière personne à avoir parlé à Dorothy Arnold, à notre connaissance. Après avoir dit au revoir à Gladys, Dorothy n'a plus été vue par quiconque la connaissait. Elle n'est pas venue au dîner familial, inquiétant aussitôt ses parents et frères et sœurs. Ce n'était pas dans les habitudes de Dorothée de manquer le dîner, et si elle avait du retard ou avait décidé d'aller quelque part, elle prévenait toujours à l'avance pour s'excuser de son absence. La famille Arnold n'a pas immédiatement contacté les autorités. Cela était compréhensible. Peu de gens appellent à la police immédiatement lorsqu'une personne disparaît seulement pendant quelques heures, et pourtant ils étaient clairement inquiets. Ce soir-là, des appels téléphoniques ont été passés discrètement à certains amis de Dorothée pour leur demander s'ils l'avaient vue ou si elle était peut-être allée leur rendre visite ce jour-là. Tous ont répondu qu'ils ne l'avaient pas vue. Les Arnold étaient soucieux, à ce moment-là, de ne pas ébruiter que leur fille semblait s'être enfuie. Cela entraînait des problèmes dans les semaines suivantes. La nuit de sa disparition, l'une des amies de Dorothy, que la famille avait appelée plus tôt dans la soirée et qui s'appelait Elsie Henry, a téléphoné à la maison des Arnold vers minuit pour savoir si Dorothy était rentrée. En réponse, la mère de Dorothy, une femme de nature nerveuse même en temps normal, a répondu que Dorothy était rentrée à la maison mais qu'elle ne pouvait pas parler à Elsie car elle était allée se coucher immédiatement avec un mal de tête. Cet incident a conduit à des soupçons dans les semaines qui ont suivi, selon lesquels les Arnold en savaient plus sur la disparition de Dorothy qu'ils ne voulaient bien l'admettre, même s'il ne semble pas que ce soit le cas. La situation a empiré les jours suivants. Craignant une frénésie médiatique en raison de leur notoriété dans la société new-yorkaise, les Arnold ont décidé de ne pas signaler la disparition de Dorothy. À la place, ils ont continué à mener des enquêtes discrètes pour essayer de déterminer où elle pourrait se trouver et ont également engagé un ami de la famille et avocat nommé John Keith pour mener des investigations pour eux. Il semble qu'à ce stade précoce, la famille pensait que Dorothy s'était enfuie pour se venger de leur manque de soutien envers ses ambitions littéraires. Ce n'est qu'après que des agents de l'agence de détectives Pinkerton ont été engagés et n'ont trouvé aucune piste sur l'endroit où pourrait se trouver Dorothy, que ces agents et Keith ont convaincu les parents de Dorothy à la mi-janvier, plusieurs semaines après la disparition initiale de Dorothy, d'aller voir la police de la ville et de déposer un rapport officiel de disparition. Une conférence de presse a été organisée dans le bureau de Francis Arnold à Manhattan le 25 janvier 1911 pour annoncer la disparition de sa fille, plus de 6 semaines après qu'elle ait disparu. Il a offert une récompense de 1 000 $ pour toute information permettant de la retrouver, une somme importante, équivalente à plusieurs dizaines de milliers de dollars aujourd'hui. La frénésie médiatique attendue s'ensuivit. Une grande partie de l'attention s'est portée sur une relation clandestine que Dorothy entretenait depuis un certain temps avant sa disparition avec George Griscombe Jr., le fils d'un riche homme d'affaires de Pennsylvanie. Griscombe et Dorothy avaient fait connaissance alors qu'elle étudiait à Bryn Mawr et étaient restés régulièrement en contact par la suite. Beaucoup des vies dans Tully dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui.
Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Cependant, il était en vacances en Italie lors de la disparition de Dorothy et a affirmé ignorer où elle se trouvait. Pendant ce temps, la police poursuivait ses investigations. Une piste d'enquête était de savoir si elle avait été attaquée à Central Park alors qu'elle s'y promenait, comme elle l'avait dit à Gladys King qu'elle comptait le faire lorsqu'elle l'avait rencontrée sur la 5e avenue. Le père de Dorothy lui-même semblait penser que c'était l'explication la plus probable et il spéculait de façon morbide que sa fille avait été tuée là-bas et que son corps avait été jeté dans le réservoir du parc. La police a vite rejeté cette théorie. Ils ont noté que le niveau d'eau du réservoir à la mi-décembre 1910, lorsque Dorothy avait disparu, était trop bas pour dissimuler son corps. Si elle était morte de cette façon, le mystère s'est épaissi lorsque, début février, les Arnold ont reçu une carte postale qui disait simplement « Je suis saine et sauve » et qui était signée Dorothy. L'écriture ressemblait à celle de leur fille, mais un échantillon de son écriture avait été publié dans les journaux new-yorkais dans le cadre de l'enquête à la fin janvier. Et il a vite été conclu que la carte postale n'était qu'une mauvaise blague, perpétrée par quelqu'un qui imitait l'écriture de Dorothy. Après avoir écarté cette piste, la police a annoncé vers la fin du mois de février que l'enquête allait être réduite. Dorothy était portée disparue depuis 75 jours au moment où ils ont fait ces annonces. Sans aucune preuve suggérant ce qui aurait pu lui arriver, ils ont conclu qu'elle était presque certainement morte. Il y a eu de nombreux signalements de Dorothy et des récits affirmant avoir été en contact avec elle dans les années qui ont suivi. Ces récits reposent souvent sur des affirmations spéculatives selon lesquelles une femme lui ressemblant aurait été vue à New York ou ailleurs sur la côte Est. Rien de concret n'est jamais ressorti de ces prétendues observations, pourtant elles continuaient. Aussi tard qu'en 1935, un quart de siècle après la disparition de Dorothy, un renseignement a été donné à la police au sujet du fait qu'on l'avait aperçue sur la 5e avenue, le dernier endroit où elle avait été vue, le 12 décembre 1910. Cela en soi indique la façon dont les gens laissaient libre cours à leur imagination au sujet des signalements concernant Dorothy Arnold. Après tout, elle aurait eu 50 ans à ce moment-là et aurait probablement été méconnaissable par rapport à la femme de 25 ans qui avait disparu en 1910. Pendant ce temps, les parents de Dorothy ont continué à la chercher et, avant que son père ne meure en 1922, il avait dépensé plus de 250 000 $ dans le but de retrouver sa fille ou de découvrir ce qui lui était arrivé. 3 grandes théories expliquent aujourd'hui la disparition de Dorothy. L'une d'elles est très spéculative. Elle soutient que Dorothy était enceinte à l'époque, probablement de l'enfant de George Griscombe, et qu'elle aurait subi un avortement improvisé ce soir-là, qui se serait mal passé et au cours duquel elle serait morte. Cela a semblé être corroboré en 1916, lorsqu'un criminel condamné à Rhode Island, nommé Edward Glenaris, a fait des déclarations sensationnelles sur la façon dont il avait participé à la disparition du corps de la jeune femme en décembre 1910. Cependant, les informations qu'il avait données sur le lieu de son enterrement n'ont pas été confirmées lors d'une enquête approfondie et il est ensuite revenu sur ses propos.
De plus, il est hautement improbable que Dorothée ait simplement prévu de s'arrêter quelque part à Manhattan sur le chemin du retour depuis la 5e avenue pour subir rapidement un avortement clandestin au fond d'une ruelle avant de poursuivre sa journée. Les deux autres scénarios sont plus probables. Soit Dorothée a été agressée à Central Park, tuée et son corps a été éliminé de manière à ne laisser aucune trace, soit, déçue par sa situation personnelle et ses ambitions littéraires au point mort, elle a mis fin à ses jours. Certains membres de sa famille privilégiaient cette explication de sa disparition. Comme dans une lettre qu'elle a écrite à George Grishcombe, elle a fait allusion au suicide, déclarant « Eh bien, ma nouvelle m'a été renvoyée. Recluse m'a rejeté. L'échec me regarde en face. Tout ce que je vois devant moi, c'est une longue route sans détour. Maman pensera toujours qu'il s'est produit un accident. » De plus, à ce stade, sa relation avec Grishcombe se détériorait. Les deux semblent plausibles, mais il n'y a aucune preuve pour étayer l'une ou l'autre éventualité. Il semble que nous ne saurons jamais avec certitude ce qui est arrivé aux figures de la haute société américaine qui ont disparu sans laisser de traces. Ensuite, nous allons au début du XIXe siècle où Mordis Media nous attend pour nous parler de la plus grande avare du monde, qui était ironiquement aussi l'une des femmes les plus riches du monde. Henrietta Howland. Robinson est née le 21 novembre 1834 dans la ville de New Bedford, dans le Massachusetts, de parents Edward Mott Robinson et Abby Howland. Elle venait d'un milieu très aisé et sa famille dirigeait la plus grande flotte de baleiniers de la région. Il participait aussi au commerce entre les États-Unis et la Chine, à une époque où le commerce américain avec la nation asiatique était fortement protégé et où seul un nombre limité de personnes étaient autorisées à y participer. Entourée de gens d'affaires pendant toute sa jeunesse, elle s'y est rapidement impliquée elle-même. Enfant, elle a commencé à lire des rapports boursiers et des journaux financiers et à 13 ans, elle travaillait déjà comme comptable pour l'entreprise familiale. Dès son plus jeune âge, la frugalité et l'intérêt pour gagner de l'argent lui ont été inculqués. Un jour, Henrietta a déclaré à un journaliste « Mon père m'a dit de ne jamais rien donner à personne, pas même un peu de gentillesse. » Henrietta, qui a reçu le surnom abrégé Hetty très jeune, n'a pas gagné sa première fortune. Lorsque sa mère est décédée en 1860, Hetty n'avait que 25 ans. Elle a légué la majeure partie de sa succession à son mari, mais Henrietta a reçu une maison qui valait plus $250 000 en valeur actuelle. Par la suite, son père a diversifié l'entreprise familiale, investissant dans des compagnies maritimes de New York et achetant des obligations d'État qui rapportaient le taux incroyablement lucratif de 6% d'intérêt par an. Le pays venait tout juste de sortir de la guerre de sécession, et il y avait beaucoup d'argent à gagner dans la reconstruction de l'économie. Le père de Hetty s'en est bien sorti à cette époque. Lorsqu'il est décédé 5 ans après sa femme, en 1865, il a laissé $6 millions à Hetty, une somme équivalente à plus de $100 millions aujourd'hui. À peu près à la même époque, sa tante est également décédée, laissant à sa nièce un confortable héritage de $2 millions. Bien que les successions concernées aient fait l'objet de longues batailles juridiques dans les années qui ont suivi, elle a également reçu des centaines de milliers de dollars en espèces, et cet argent combiné a fait de Hetty une femme très riche. Sa détermination à suivre sa propre voie en matière de gestion financière s'est manifestée dans les dispositions de son mariage. Au début des années 1860, elle avait rencontré et entamé une relation avec Edward Henry Green, un homme d'affaires basé à Boston, dont les activités financières impliquaient également le commerce avec la Chine. Il était lui-même millionnaire, donc lorsqu'il épousa Hetty en 1867, elle insista pour qu'un accord soit mis en place afin qu'il ne puisse prétendre à son argent ni à sa fortune. Ils eurent par la suite 2 enfants, Edward, né en 1868, et Henriette, connue sous le nom de Sylvia, née en 1871. Tous deux sont nés à Londres, où le couple s'était installé pendant quelques années à la fin des années 1860 et au début des années 1870.
Etty et Edward finirent par se séparer au milieu des années 1880, bien qu'ils soient restés mariés et se soient partiellement réconciliés plus tard dans leur vie. La cause de leur brouille était due au fait qu'Edward avait rencontré des problèmes financiers après leur retour aux États-Unis en 1873. Eh bien, à plusieurs reprises, elle a dû le tirer d'affaire en lui donnant de l'argent. Mais à cette époque, elle avait largement de quoi faire, car Etty Green était devenue l'une des principales investisseuses de la place financière américaine en plein essor pendant l'âge doré. Wall Street sur l'île de Manhattan à New York. Etty fit son apparition dans le monde des affaires américains pendant ce qu'on appelait l'âge doré. C'était la première étape de la mondialisation, car la prolifération des chemins de fer, de l'électricité, du télégraphe et du téléphone ouvrait de vastes régions du monde. À mesure que cela se produisait et que l'expansion industrielle s'accélérait fortement dans des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Russie, un énorme essor économique eut lieu en Amérique du Nord et en Europe. La création de richesses qui en a résulté et l'émergence d'une nouvelle aristocratie composée de riches hommes d'affaires et d'industriels ont conduit à ce que la période comprise entre 1870 et les années 1900 soit appelée l'âge doré en Amérique. Cependant, il convient de noter que pour les classes les plus pauvres de la société, il s'agissait d'une période de pauvreté extrême et de conditions de travail épouvantables. L'âge doré en Amérique a vu l'émergence de Wall Street comme centre financier de New York et du pays dans son ensemble. Cette rue, dont le nom provient du fait que le mur nord de la ville de New York longeait cette région à la fin du XVIIe siècle, avait commencé à devenir la capitale financière des États-Unis au début du XIXe siècle, une fois que le canal Erie fut achevé en 1821. Le canal reliait les Grands Lacs à New York et, par conséquent, Chicago et d'autres localités situées le long des lacs ont connu une croissance fulgurante au milieu du XIXe siècle. New York devint alors le point d'entrée de tout le trafic maritime entre l'Atlantique et la région des Grands Lacs en plein essor. Ainsi, les intérêts financiers commencèrent à acheter des propriétés partout sur Wall Street, qui devint rapidement le centre financier de la côte Est. Au cours des années 1860 et 1870, des entreprises et des hommes d'affaires très influents comme J.P. Morgan, John D. Rockefeller, la compagnie américaine de tabac, General Electric et Charles Dow, entre autres, établirent ici leurs intérêts commerciaux. Par conséquent, Wall Street entra dans une période où la simple mention de son nom devint synonyme de finance et d'affaires américaines. Cela s'est illustré en 1889, lorsque le Wall Street Journal a commencé à être diffusé en tant que journal de référence pour les rapports boursiers et la finance. C'était cette Wall Street où Etty Green commença à faire sentir sa présence au cours du dernier quart du XIXe siècle. Même lorsque les Green vivaient à Londres, Etty avait commencé à investir dans des obligations américaines négociées à Wall Street. Au départ, elle investissait les intérêts accumulés provenant de la succession que son père lui avait laissée, en réinjectant cet argent dans des obligations ferroviaires à une époque où le pays était rapidement relié par des lignes de chemin de fer. Elle a également acheté une grande quantité de billets verts. Il s'agissait d'une monnaie d'urgence que le gouvernement de l'Union avait imprimée en grande quantité entre 1860 et 1865 pour financer les énormes dépenses rendues nécessaires par la guerre civile contre la Confédération du Sud. Ces dollars en billets verts avaient perdu de la valeur au fil des années, mais Etty a continué à en détenir en grande quantité. Elle a été généreusement récompensée en 1875 lorsque, en réponse à une crise entourant ces billets, l'administration du président Ulysses S. Grant a adossé les billets verts à l'or. La valeur de ces billets a énormément augmenté et Etty a réalisé un bénéfice considérable. Cela faisait partie de sa philosophie d'investissement, acheter quand les prix sont bas et que personne n'en veut, puis les conserver jusqu'à ce qu'ils remontent et que tout le monde se les arrache.
Au fil des années, sa fortune a continué de croître pour atteindre des dizaines de millions et elle est finalement devenue l'un des principaux prêteurs à la municipalité de la ville de New York. À la fin de l'âge d'or, de graves problèmes économiques ont submergé l'économie américaine, tant dans les années 1890 que dans les années 1900. À un moment donné, on pensait qu'elle était la plus importante prêteuse privée à titre individuel de tout New York, tandis qu'à présent, elle était devenue connue sous le nom de la reine de Wall Street. Cependant, il y avait un autre surnom moins flatteur donné à Etty. Pour beaucoup, on lui avait donné le surnom de la sorcière de Wall Street. C'est ce surnom qu'elle a acquis en raison de sa célèbre réticence à dépenser de l'argent malgré sa grande fortune personnelle, ainsi que de son hygiène personnelle, ou plutôt de son absence. Pour commencer, elle menait une vie presque itinérante. Bien qu'elle ait eu un bureau à la Chemical Bank sur Broadway, près de Wall Street, elle n'avait toujours pas de domicile fixe, errant entre hôtels, pensions de famille et appartements loués. La raison apparente était qu'elle ne voulait pas acheter de maison à New York, car elle aurait dû payer la taxe foncière de la ville, mais elle changeait aussi de domicile pour éviter les percepteurs d'impôts. Eh bien, sa pingrerie allait même jusqu'à ne pas payer d'impôts. De plus, Etty était tellement avare qu'elle n'utilisait jamais d'eau chaude et elle n'allumait pas non plus le chauffage pendant l'hiver. Apparemment, elle ne se lavait pas non plus les mains et à cause de cela, ses ongles étaient toujours sales et encrassés. De plus, beaucoup affirmaient qu'elle sentait mauvais, surtout pendant les mois d'été. On disait que son odeur était si insupportable que ses collègues restaient aussi loin qu'ils pouvaient. Elle évitait même d'aller chez le médecin et choisissait d'économiser de l'argent après avoir été gênée par une hernie douloureuse pendant 20 ans. Elle n'a alors eu d'autre choix que de se faire opérer. Malgré sa richesse immense, elle a été scandalisée par le montant à payer et a essayé d'y échapper. Il existe d'innombrables histoires concernant sa légendaire avarice, même si certaines ne sont peut-être que des récits. On pensait qu'elle portait chaque jour la même robe noire, jusqu'à ce qu'elle soit si usée qu'elle tombe en lambeaux et prenne une teinte verte de saleté. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle achetait une autre simple robe noire. Une autre histoire raconte qu'elle a passé des heures à fouiller dans une calèche dans laquelle elle cherchait un timbre qu'elle avait perdu. Il valait 2 centimes. Cette histoire de timbre est peut-être fausse, mais vu sa réputation, on ne pouvait jamais en être sûr. Pourtant, il ne fait aucun doute que Green s'habillait habituellement d'une robe noire, peut-être en partie à cause de son éducation religieuse en tant que Quaker, ainsi que de son avarice. À ce sujet, Etty déclara « Sous prétexte que je m'habille simplement et que je ne dépense pas une fortune pour mes robes, ils disent que je suis folle ou excentrique. » Cependant, il y avait indéniablement beaucoup plus d'aspects négatifs à la vigilance zélée de Etty Green pour protéger sa richesse. Elle désapprouvait les prétendants de sa fille Sylvia, veillant à ce que Sylvia reste célibataire jusque dans la trentaine. La désapprobation de Etty était fondée sur sa suspicion que toute personne fréquentant sa fille devait forcément viser sa fortune, dont Sylvia hériterait un jour d'une grande partie. Finalement, un prétendant, Matthew Astor Wilkes, la rencontra et obtint son approbation sous condition. Principalement parce qu'il était un membre secondaire de la très riche famille Astor et qu'il possédait lui-même une certaine fortune indépendante. Néanmoins, avant que Sylvia et lui ne se marient en 1909, Etty insista pour qu'il signe un accord renonçant à toute revendication sur l'argent que Sylvia hériterait de sa fortune. Pourtant, sans aucun doute, l'épisode le plus terrible de la réticence de Etty Green à dépenser de l'argent et de sa protection obsessionnelle de sa richesse concerna son fils Edward, ou Ned, lorsqu'il était enfant et qu'il s'est cassé la jambe. Etty ne voulait pas payer pour des soins médicaux coûteux et a essayé de le faire admettre dans une clinique gratuite. Cependant, elle a été reconnue par les administrateurs de la clinique qui lui ont refusé l'accès à la clinique au motif que les cliniques gratuites de l'époque étaient réservées aux pauvres et aux classes moyennes inférieures. Alors que la reine de Wall Street pouvait facilement se permettre de payer les meilleurs soins médicaux de New York. Impassible face à ce refus, Etty décida de soigner elle-même la blessure de son fils.
Les semaines suivantes, la blessure mal soignée s'infecta et devint une gangrène. La jambe de Ned dut être amputée et il utilisa par la suite une prothèse en liège. Malgré cet incident, il travailla pour sa mère les années suivantes et, après une longue période passée à gérer ses affaires au Texas et à Chicago, il retourna à New York. Elle passa ses derniers mois à vivre avec lui, ayant enfin un domicile fixe. Elle est décédée le 3 juillet 1916 à l'âge de 81 ans. À cette époque, elle était réputée être la femme la plus riche d'Amérique. En effet, sa fortune, qui a été partagée entre Edward et Sylvia, était probablement comprise entre 100 et 200 millions. C'était une somme comprise entre 2,5 et 5 milliards de dollars actuels. Et par conséquent, on peut facilement dire qu'Etty Green était sans doute la femme la plus riche du monde à cette époque. On se demande si elle a jamais retrouvé ce timbre à 200. Edward, à la différence de sa mère, profitait de sa richesse et aimait faire la fête. Il ne s'est pas retenu de dépenser son héritage. Il a bâti un manoir à Round Hill, Massachusetts, réuni une remarquable collection de timbres et pièces et fait quelques généreux dons. Avec l'héritage de sa mère, la fille de Hetty, Sylvia, est devenue l'une des femmes les plus riches d'Amérique, et lorsque son frère Edward est décédé en 1937, elle a hérité de presque toute sa fortune également. Sylvia Green Wilkes n'avait pas d'enfants et pas de véritables proches parents. Elle est décédée en 1951 et a laissé une succession d'une valeur d'environ 90 millions de dollars après impôts. Au début, son testament n'a pas pu être retrouvé, mais il a finalement été découvert fourré dans une armoire en métal. La plus proche parente par le sang de Sylvia, une cousine, était mentionnée dans le testament et a reçu 5 000 dollars, mais elle a saisi la justice et a ensuite obtenu 140 000 dollars. Le reste de sa fortune a été partagé entre œuvres caritatives, écoles et hôpitaux. Ainsi, à la fin, une grande partie de la grande fortune de la sorcière de Wall Street, qu'elle rechignait tant à dépenser, a été donnée à de parfaits inconnus. Je t'ai manqué? Sans doute pas après cette excellente narration. Désormais, ce ne sont plus que des vies oubliées. Maintenant, allons à New York en 1950 pour nous pencher sur la vie de l'héritière milliardaire dont la famille a été poursuivie par la tragédie et, selon certains, maudite. Christina Onassis est née le 11 décembre 1950 au Leroy Sanitarium, plus tard connu sous le nom de Leroy Hospital à New York. Son père était Aristote Onassis et sa mère était Tina Onassis Levanos. Elle était leur deuxième et dernier enfant, après un frère aîné, Alexandre, né 2 ans et demi avant l'arrivée de Christina. Pour comprendre la trajectoire de la vie de Christina Onassis, nous devons savoir qui étaient ses parents et la richesse qu'ils ont acquise. Aristote Onassis, son père, venait d'un milieu plutôt modeste, mais son propre père était un homme qui avait réussi par ses propres moyens. Aristote est né à Smyrne, sur la côte est de la Turquie, en 1906. Onassis était d'origine grecque, une ethnie assez courante parmi la population de Smyrne à l'époque. Plus tard, lorsque la Grèce est entrée en guerre contre la Turquie après la Première Guerre mondiale, Aristote a quitté la Turquie pour l'Argentine. Là-bas, il a commencé son ascension en tant que magnat des affaires, se lançant dans le tabac et le transport de fret avant de gagner beaucoup d'argent pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est ensuite lancé dans les industries naissantes de l'aviation et des casinos après la guerre, tout en devenant le plus grand magnat du transport maritime au monde. Ironiquement, le mariage d'Onassis avec la mère de Christina, Tina, était une union avec la fille de l'un de ses plus grands rivaux. Il s'agissait de Stavros Gylvanos, propriétaire de l'empire maritime Levanos, l'une des rares entreprises capables de défier la domination d'Onassis sur l'industrie du fret méditerranéen. Tina n'avait que 17 ans lorsqu'elle a réépousé Onassis, âgé de 40 ans en 1946. Tout cela signifiait que Christina est née dans une dynastie d'affaires extrêmement riche, qui n'a cessé de s'étendre à mesure qu'elle grandissait, son père développant de nouveaux liens commerciaux en Arabie Saoudite et avec ses entreprises pétrolières en pleine croissance. Pourtant, il y avait aussi des controverses.
Christina aurait bien perçu l'influence de son père. Des affaires fiscales douteuses, impliquant ses navires battant pavillon panaméen et libérien pour éviter de payer des impôts et des droits de douane. Christina a eu une enfance cosmopolite. Son père avait des affaires partout dans le monde, et la famille possédait des maisons et des résidences sur 3 continents, et dans de nombreux pays comme la Grèce, l'Argentine, les États-Unis, la France et l'Angleterre. En conséquence, il déménageait souvent, et Christina n'a pas reçu son éducation dans un seul pays. Elle était surtout prise en charge par des domestiques, ses parents absorbés par leurs affaires, lui accordant peu d'attention. C'est quelque chose de typique chez les enfants issus de familles extrêmement riches. Dès le début de son adolescence, elle a été envoyée en Angleterre, où elle a fréquenté Eddington School, une école indépendante d'élite pour filles, puis Queen's College à Londres. À la fin des années 1960, ce furent des années difficiles pour sa famille. Son père avait plus du double de l'âge de la mère de Christina lorsqu'ils se sont mariés, et le mariage a été tumultueux pendant les années 1950 principalement, en raison de la longue liaison d'Aristote avec Maria Callas, une célèbre chanteuse gréco-américaine. Finalement, ses parents ont divorcé en 1960. La famille a attiré encore plus d'attention lorsque le père de Christina a entamé une relation au milieu des années 1960 avec Jackie Kennedy, la veuve du président assassiné John F. Kennedy. Ils se sont finalement mariés le 19 octobre 1968 et cette union a suscité un énorme intérêt médiatique en raison de la célébrité de Kennedy dans les années 1960. Ni Christina ni Alexandre ne se sont attachés à leur belle-mère et ils ont mal vécu l'augmentation des mesures de sécurité et l'intrusion des médias dans leur vie à cause de cette relation et du mariage qui a suivi. Christina a toujours cru que Jackie s'intéressait à son père pour son argent, et elle l'a qualifié de, je cite, « la malheureuse obsession de mon père ». Au cours des premières semaines de 1973, alors que Christina avait 22 ans, un événement s'est produit qui allait marquer le reste de sa vie. Son frère Alexandre s'était passionné pour l'aviation comme passe-temps à la fin des années 1960. Il avait volé pendant des milliers d'heures et possédait une licence de pilote. Il était même président de l'une des filiales régionales de la compagnie aérienne familiale Olympic Aviation. Un problème était que la vue d'Alexandre n'était pas particulièrement bonne, même si cela n'a peut-être pas été directement responsable de la tragédie qui s'est produite en janvier 1973. Le 22 janvier de cet hiver tardif, Alexandre a sorti son petit avion amphibie, un Piaggio P136, pour donner une leçon à un candidat au poste de pilote pour la compagnie aérienne. Alexandre était assis sur le siège de droite, tandis que le nouveau pilote, Donald Macusta, qui pilotait l'avion, était assis sur le siège de gauche. Un troisième pilote, Donald McGregor, était assis à l'arrière. Tragiquement, le vol s'est terminé par un grave accident lors du décollage de l'aéroport international d'Hellinikon à Athènes à cause de câbles emmêlés. L'aile droite s'est inclinée peu après le décollage et l'avion s'est écrasé, Alexandre subissant l'essentiel du choc. Il a été gravement blessé et maintenu artificiellement en vie quelques heures après. Il est décédé le lendemain après qu'il a été conclu qu'il n'y avait aucune possibilité de le sauver. Il n'avait que 24 ans. Le nouveau pilote potentiel, Macusta, et le pilote habituel d'Alexandre, McGregor, ont tous deux été grièvement blessés, mais ils ont survécu. La mort d'Alexandre a fait de Christina l'héritière de l'entreprise familiale et de l'immense fortune de son père. Il a alors commencé à prendre des mesures pour la former comme sa successeur, même si son esprit était ailleurs. En même temps, Aristote est devenu paranoïaque et s'est convaincu que la mort de son fils était due à un acte criminel. Il a d'abord accusé Macusta, puis a conclu que la CIA était derrière l'accident et cherchait à l'éliminer. Il pensait que c'était une vengeance pour sa relation avec Jackie Kennedy, et il s'est mis à offrir de grosses récompenses à quiconque pouvait confirmer ses délires. Christina s'est rendue à New York pour commencer à s'acclimater au rôle qu'elle avait toujours cru qu'Alexandre finirait par jouer dans l'entreprise. Les 2 années suivantes ont été marquées par des tragédies simultanées. Nous avons déjà vu que le père de Christina a très mal vécu la mort d'Alexandre. Sa mère aussi l'a très mal vécu.
Tina s'était mariée 2 fois depuis son divorce avec Aristote. Elle avait également développé un problème croissant avec les médicaments sur ordonnance, et cela s'est aggravé après la mort d'Alexandre le Dix, octobre 1974. Alors qu'elle séjournait dans le manoir parisien qu'elle partageait avec son troisième mari, elle a fait une overdose et est décédée d'une accumulation de liquide dans ses poumons. Beaucoup de gens à l'époque et depuis ont supposé qu'il s'agissait d'un suicide, dans le désespoir qui a suivi la mort de son fils l'année précédente. Le dernier proche parent de Christina est décédé seulement 6 mois plus tard. Son père souffrait de myasthénie grave, un trouble musculaire depuis plusieurs années. Cependant, après la mort d'Alexandre, il a cessé de lutter contre la maladie et sa volonté de vivre semblait l'avoir quitté. Il est décédé le 15 mars 1975 dans un hôpital parisien, apparemment d'une insuffisance respiratoire. Avec cela, Christina avait perdu ses 2 parents et son unique frère en moins de 26 mois. Ces circonstances trop tragiques l'ont amenée à déclarer « Je ne sais pas, je suis désormais toute seule au monde ». À la mort de son père, une grande partie de la richesse familiale et des affaires des Onassa fut héritée par Christina. Environ 45% de la succession fut attribuée par son père à la création de la Fondation d'utilité publique Alexandre Onassa, une organisation caritative fondée à la mémoire d'Alexandre. Mais Christina hérita de la majeure partie des 55% restants. Elle a également réussi à obtenir par voie judiciaire une partie de la fortune considérable que sa mère avait acquise lors du divorce de ses parents en 1960. Avec cela, elle était désormais une femme extrêmement riche, possédant une fortune d'environ 600 millions de dollars, soit près de 3 milliards de dollars aujourd'hui, et à la tête d'un empire commercial. Christina a presque immédiatement décidé de réduire la charge de gestion de l'entreprise en vendant d'importantes parties de celle-ci. Au milieu des années 1970, les affaires d'Onassis s'étaient étendues au transport de fret, au transport, aux compagnies aériennes, aux jeux d'argent, au pétrole et à de nombreuses autres entreprises. Elle en a vendu certaines parties et a fait don d'autres parties de l'entreprise et des propriétés à des œuvres caritatives. Parallèlement, elle a consolidé sa propriété du cœur de l'activité maritime et aérienne, bien qu'il y ait eu depuis beaucoup de spéculations sur le rôle réel qu'elle jouait dans la gestion quotidienne de l'entreprise. On pense que les détails quotidiens étaient gérés par le conseil d'administration et les directeurs. Pendant cette période, Christina a reçu une grande attention médiatique pour sa vie personnelle et son style de vie fastueux. Elle vivait dans un luxe presque inouï, allant même jusqu'à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour envoyer un jet privé aux États-Unis afin de lui rapporter son aliment diététique préféré. Elle était également connue pour donner des milliers de dollars à des amis occupés afin qu'ils libèrent leur emploi du temps pour elle. La presse a également parlé de sa vie amoureuse malheureuse, comme nous le verrons bientôt, ainsi que de ses problèmes de poids. Christina était connue pour utiliser fréquemment des régimes drastiques, ce qui lui faisait perdre beaucoup de poids, mais elle reprenait tout dès qu'elle traversait une période difficile. De plus, on croyait largement que Christina avait un problème de drogue croissant, avec des dépendances aux médicaments sur ordonnance comme les barbituriques, les antidépresseurs et les tranquillisants. La vie conjugale et les relations de Christina étaient encore plus chaotiques que celles de son père. Entre 1971 et 1987, elle a connu pas moins de 4 mariages et 4 divorces. Le premier de ces mariages était celui avec Joseph Bolcar. C'était un magnate de l'immobilier qui approchait de ses 50 ans, tandis que Christina n'avait que 20 ans lorsqu'ils se sont mariés en 1971. C'était une sorte d'aventure de jeunesse pour Christina, et cela reflétait étrangement le mariage de sa propre mère avec Aristote lorsqu'elle n'était encore qu'une adolescente. Ils ont vite compris qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre et ont divorcé l'année suivante. 3 ans plus tard, à la fin de 1975, Christina a épousé Alexandros Andriadis. Il était un magnate du transport maritime et héritier d'un vaste empire commercial en Grèce, qui comprenait des intérêts bancaires. Encore une fois, le mariage fut de courte durée, et après un peu plus d'1 an, ils ont divorcé au début de 1977. On pourrait voir cette union comme une tentative de Christina de se distraire après avoir perdu toute sa famille en 3 ans.
Le troisième mariage de Kristina eut lieu l'année suivante, cette fois avec Sergei Kolzov. Comme Andréadis, il était un magnate du transport maritime, bien que des études ultérieures aient conclu que Kolzov, un Russe, avait également des liens étroits avec le gouvernement de l'URSS et qu'il aurait pu être un agent du KGB. Il est possible que Kolzov ait poursuivi la relation avec l'encouragement de Moscou afin de s'immiscer dans un empire commercial extrêmement important du monde occidental. À une époque où la guerre froide entrait de nouveau dans une période de tension accrue entre la Russie et les États-Unis. Si tel était le cas, l'idée a rapidement été mise de côté. Ils ont divorcé en 1980. Après la dissolution de son mariage avec Kolzov, Kristina a passé la plus longue période de sa vie adulte sans être mariée. Il s'est écoulé encore 4 ans avant qu'elle n'épouse son 4e et dernier mari, Thierry Roussel. Roussel était issu d'une famille française éminente, impliquée dans l'industrie pharmaceutique et la politique française. Fait rare parmi les maris de Kristina, il avait 3 ans de moins qu'elle. Ce dernier mariage de Kristina donna lieu à son unique enfant, une fille nommée Athéna en hommage à la mère de Kristina, née en 1985. 2 ans plus tard, le mariage prit fin, ce qui n'est pas surprenant quand on considère que Roussel était un séducteur et qu'il eut 2 autres enfants avec sa maîtresse pendant ses années de mariage avec Onassis. Kristina ne se remariera pas. Comme mentionné, Onassis avait une dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance dans les années 1970. Et cela s'est aggravé au fil des années, en particulier à partir de 1980, lorsqu'elle a été diagnostiquée comme souffrant de dépression clinique. Grâce à l'accès facile à des médecins complaisants et à des ordonnances, sa consommation a augmenté dans les années 1980, période où elle a commencé à s'automédiquer pour effacer les cicatrices de sa vie tourmentée. Le 19 novembre 1988, Kristina a été retrouvée morte dans la baignoire. C'était chez une amie en Argentine, un pays où elle avait passé une grande partie de ses dernières années, ayant développé des liens avec ce pays qui était la patrie d'adoption de son père dans les années 1920. Là-bas, elle cherchait à échapper à la pression des médias et envisageait de s'y installer définitivement pour élever Athéna. Sa mort à seulement 37 ans a été attribuée à une crise cardiaque, bien qu'il ne fasse absolument aucun doute que cela était en partie dû à sa consommation de drogue. Tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'il y avait quelque chose de suspect, compte tenu de l'immense richesse d'Onassis. Son corps a été rapatrié en Grèce et elle a été enterrée dans le caveau familial aux côtés de son père et de son frère. Après sa mort, la succession de 250 millions de dollars d'Onassis est devenue l'objet de conflits juridiques intenses. Athéna était sa seule héritière survivante, mais elle n'avait encore que 3 ans à l'époque. Par conséquent, plusieurs administrateurs grecs avaient été nommés pour superviser la succession en son nom. Tout au long des années 1990, des litiges juridiques ont éclaté entre eux et Thierry Roussel, une personnalité dont les affaires connaissaient donc de grandes fluctuations et qui tentait souvent de puiser dans le héritage de sa fille pour l'aider à surmonter ses difficultés financières. Elle a finalement hérité de la succession le jour de ses 18 ans, au début de l'année 2003. L'unique enfant de Kristina est aujourd'hui un cavalier de saut d'obstacles. Notre dernière histoire est sans doute la plus heureuse de la liste. Mais malgré sa vie généralement agréable, cette héritière a eu une enfance très triste, étant négligée et exploitée en raison de son héritage, et elle a été au centre d'un intense litige juridique alors qu'elle n'avait que 10 ans. Gloria Loren Vanderbilt est née le 20 février 1924 à Manhattan, New York, au sein d'une dynastie dotée d'une immense richesse et influence américaine. Il est rapporté qu'après sa naissance, le père de Gloria aurait déclaré « C'est fantastique à quel point elle ressemble à une Vanderbilt. Sans sauter à ramper, tête pécran, je tout doux. Regardez le coin de ses yeux, voyez comme il remonte ?» Les Vanderbilt formaient alors un vaste réseau de familles, toutes issues en fin de compte de Cornelius Vanderbilt, le principal magnate des bateaux à vapeur et des chemins de fer aux États-Unis au milieu du XIXe siècle. Vanderbilt avait probablement été autrefois l'homme le plus riche du monde, car ses trains et ses navires étaient au cœur du réseau de transport qui soutenait l'industrialisation américaine. La richesse de la famille Chansa s'était dispersée au fil des générations suivantes, bien que de nombreux membres de la famille Vanderbilt soient encore extrêmement riches.
Le père de Gloria était l'un des héritiers de cette fortune. Reginald Claypool Vanderbilt était un arrière-petit-fils de Cornelius Vanderbilt. Son frère aîné, Alfred, avait hérité de la majorité de l'argent de leur branche familiale. Mais à une époque où la richesse existante pouvait engendrer encore plus de richesse si elle était investie judicieusement, les quelques millions de dollars d'héritage de Reginald constituaient tout de même une fortune considérable. Bien qu'il ait fini par en gaspiller une grande partie, dépensant sans compter dans les sports équestres et les jeux d'argent. Il était également alcoolique et il est mort en septembre 1925 d'une cirrhose du foie alors que Gloria n'avait qu'1 an et demi. Gloria était l'unique enfant du mariage de Reginald avec Gloria Morgan Vanderbilt. Elle venait d'une famille politique éminente et avait épousé Reginald qui avait 24 ans de plus qu'elle en 1923, peu de temps avant la naissance de la petite Gloria. Dans son testament, Reginald a légué la majeure partie de sa fortune à Gloria Junior et à une autre fille qu'il avait, Kathleen, issue d'un autre mariage. Reginald n'a laissé à la mère de Gloria qu'une allocation relativement modeste, et cela allait bientôt devenir le point de discorde dans un procès retentissant dont Gloria serait au centre alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Malgré l'irresponsabilité de Reginald Vanderbilt et son manque de sens des affaires, la succession que Gloria et sa demi-sœur ont héritée valait encore environ 5 millions de dollars. Une somme très importante dans les années 1920, équivalent à environ 100 millions de dollars actuels. Cet argent était placé en fiducie pour Gloria et devait être géré pendant sa jeunesse par sa mère. Cependant, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, et surtout après le krach de Wall Street et le début de la Grande Dépression, la tante de Gloria, la sœur de son père, Gertrude Vanderbilt Whitney, a commencé à examiner de près la façon dont la mère de Gloria dépensait cet argent. Cela s'est intensifié au début des années 1930 lorsque Gertrude a commencé à se demander si la mère de Gloria était apte, à quelque niveau que ce soit, à l'élever. Il y avait là des motifs légitimes. Gloria Senior avait passé une grande partie de la seconde moitié des années 1920 à mener la grande vie à Paris, Londres et Biarritz, et avait souvent laissé sa fille chez des membres de la famille pendant de longues périodes à New York, pendant qu'elle menait la belle vie en Europe. C'est dans ce contexte que Gertrude Vanderbilt a intenté une action en justice contre la mère de Gloria en 1934 pour obtenir la garde de Gloria. Ce que l'on a appelé à l'époque le procès du siècle n'était en réalité qu'une bataille pour la garde, même si cela portait aussi sur la question de savoir si la mère de Gloria avait mal géré l'héritage de sa fille. Le procès a été scandaleux. Les journaux ont relayé durant des semaines les révélations, alors que des preuves d'une liaison lesbienne impliquant la mère de Gloria ont émergé. À une occasion, une domestique qui avait travaillé pour la mère de Gloria a témoigné pendant 5 heures. D'une manière qui dépeignait Gloria Senior comme ce qu'une publication de l'époque appelait, je cite, « une mère folle de cocktails et de danse, adepte de littérature érotique et maîtresse d'un prince allemand ». Sans surprise, Gloria elle-même a fini par être décrite par les médias comme une pauvre petite fille riche, l'héritière de 10 ans qui avait perdu son père et avait été effectivement abandonnée par sa mère négligente. Pendant ce temps, dans le but de gérer le cirque médiatique dans et autour du tribunal, le juge a ordonné que la salle d'audience soit vidée de presque tous les participants afin que Gloria, âgée de 10 ans, puisse témoigner. Lorsque le verdict est tombé, il a été défavorable pour la mère de Gloria. Elle a été jugée comme une mère négligente et la garde de Gloria a été confiée à Gertrude, tout comme la gestion de son héritage, bien qu'une pension ait été maintenue pour Gloria Senior. Sa mère a été autorisée à rendre visite à sa fille les week-ends et a fait appel de la décision en 1936, mais sans succès, et la relation entre la mère et la fille ne s'est jamais complètement rétablie. En 1946, alors qu'elle était au début de la vingtaine et qu'elle avait acquis le plein contrôle de ses finances, Gloria a cessé de verser la pension annuelle de 21 000 $ que sa mère recevait, affirmant que sa mère pouvait travailler pour gagner sa vie et qu'à partir de maintenant, elle ferait don des 21 000 $ à diverses œuvres de charité chaque année. Des années 1940 jusqu'à sa mort, la mère de Gloria a vécu avec sa sœur,
Thelma Furness, vicomtesse Furness, à New York et à Los Angeles. Gloria Senior est finalement décédée d'un cancer en 1965. En grandissant après le procès, Gloria a fréquenté de nombreuses écoles à New York et sur la côte est des États-Unis. Au départ, elle a fréquenté la prestigieuse école Greenvale à Long Island, avant de passer par l'école Miss Porter's à Farmington, dans le Connecticut. École préparatoire pour filles accueillant depuis des années les filles de grandes dynasties américaines du monde des affaires et de la politique. Jeune femme de plus en plus séduisante, elle faisait également du mannequinat à la fin de son adolescence, même si sa véritable incursion dans le monde de la mode n'aurait lieu que des décennies plus tard. À 17 ans, lassée de la rigidité de la vie chez sa tante, elle a pris son indépendance et est partie vivre à Hollywood, en Californie. À la fin de son adolescence, elle a tenté de commencer une carrière artistique, fréquentant pendant un temps l'Art Student League à New York. Puis elle a travaillé à la fois comme artiste visuelle et comme actrice. Cette dernière activité a en partie motivé sa décision de partir s'installer à l'ouest, à Los Angeles, au début des années 1940. Cet intérêt allait perdurer au fil des années, et dans les années 1950 et 1960, elle est apparue dans de nombreuses productions à Broadway, ainsi que dans plusieurs émissions de télévision très connues de l'époque, telles que The Love Boat et The Time of Your Life. L'arrivée de Gloria à Hollywood a rapidement conduit à son premier mariage. Il s'agissait de Pat DeSico, un agent artistique hollywoodien qui était au début de la trentaine. Elle n'avait que 17 ans lorsqu'ils se sont mariés. Cette relation était abusive et Gloria a déclaré plus tard que DeSico l'avait laissée à plusieurs reprises avec des yeux au beurre noir et l'avait rabaissée psychologiquement. Elle a divorcé de lui en 1945 cependant. Cette union avait causé des dommages durables à sa relation avec sa tante Gertrude. Elle le désapprouvait dès le début et, comme Gloria l'a épousé malgré tout, Gertrude l'a exclu de sa part de la fortune Vanderbilt dans son testament. Elle est morte en 1942, juste un an après le mariage. Un jour après avoir divorcé de DeSico, Gloria a épousé le chef d'orchestre de 63 ans, Leopold Stokowski. Ce fut une union plus heureuse que la première, malgré le fait qu'il avait 3 fois son âge au moment de leur mariage. Elle a duré 10 ans et a donné naissance à 2 enfants, des fils nommés Léopold Stanislas et Christopher, nés en 1950 et 1952. Encore une fois, Gloria ne resta pas célibataire longtemps après son deuxième divorce en 1955. Un an plus tard, elle épousa Sidney Lumet. Il avait le même âge que Gloria et ils avaient des centres d'intérêt assez similaires, puisqu'il était metteur en scène à Broadway et qu'elle était une actrice en herbe. L'année suivante, sa carrière de réalisateur, immensément réussie, commença avec la sortie de 12 hommes en colère, l'un des plus grands films de tous les temps. Le mariage n'a pas eu d'enfant et s'est terminé en 1963 vraisemblablement à cause d'infidélité, puisque tous deux se sont remariés en l'espace de quelques semaines. Le 4e et dernier mari de Gloria était Wyatt Emery Cooper, un autre scénariste et acteur. Ils sont restés mariés jusqu'à sa mort lors d'une opération à cœur ouvert en 1978. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Carter et Anderson, nés respectivement en 1965 et 1967. Bien que ce soit que les détails de ces 4 mariages, Gloria a eu de nombreuses autres relations avec des personnalités en vue au fil des années, dont beaucoup étaient bécos des liaisons alors qu'elle était déjà mariée. Cela inclut des relations avec l'acteur Marlon Brando, le chanteur et acteur Frank Sinatra, l'inventeur et magnate Howard Hughes, ainsi qu'une liaison réputée avec l'écrivain pour enfants Roaldo. Bien qu'elle ait voulu devenir actrice dans les années 1940 et 1950, Gloria est aujourd'hui principalement reconnue pour sa carrière dans la mode. Dans les années 1970, elle a collaboré avec Mohan Marangi du groupe Marangi pour lancer une ligne de jeans portant son nom. La ligne a rencontré du succès et, dans les années qui ont suivi, elle s'est élargie à une gamme d'autres vêtements et accessoires, notamment des robes, des chemisiers, des chaussures, des sacs en cuir et d'autres articles. Cette expansion s'est poursuivie au fil des années et, dans les années 2000, elle comprenait également une gamme de parfums à succès.
Toutes ces initiatives se sont révélées lucratives, en captant les tendances changeantes de la mode féminine, et ainsi Gloria a réussi à s'imposer comme une femme d'affaires prospère entre les années 1970 et les années 2000. La vie ultérieure de Gloria Vanderbilt était plus stable et moins chaotique à bien des égards que sa vie antérieure. Elle a certainement eu une vie amoureuse moins mouvementée et elle ne s'est pas remariée après la mort de son quatrième mari en 1978. Elle a développé de nouveaux centres d'intérêt dans les années 1980 et 1990. L'un d'eux était un regain d'intérêt pour une carrière d'artiste visuel. À la fin des années 1960, certains de ses premiers travaux avaient été utilisés par Hallmark pour créer une gamme de cartes, et dans les années 1990, elle a recommencé à travailler la peinture sur verre et la poterie. Le résultat fut une série d'expositions, dont la plupart eurent lieu dans les années 2000, dans divers espaces d'exposition de la côte Est. Elle a également endossé un rôle de philanthrope à cet égard, agissant comme critique lors de divers salons et concours. Cependant, le grand amour de Gloria dans sa vie ultérieure fut l'écriture. Entre les années 1970 et sa mort, elle a publié une demi-douzaine de mémoires documentant divers aspects de sa vie jusqu'à cette époque. Notamment, elle revient sur le procès impliquant sa mère et sa tante en 1934, ainsi que sur ses mariages et relations au fil des années. Elle a également publié 3 romans de fiction. Ne dis jamais adieu, publié en 1989, le livre de mémoires de Star Faithful, publié en 1994, et Obsession, un conte érotique, publié en 2009. Il y avait aussi un intérêt croissant pour les écrits à son sujet, notamment avec la parution du livre de Barbara Goldsmith, La petite Gloria en 1980, une œuvre qui examine le procès de 1934 et les contextes culturels dans lesquels il a eu lieu. Gloria Vanderbilt est décédée à son domicile à Manhattan le 17 juin 2019. La cause apparente de sa mort était un cancer de l'estomac, bien qu'elle ait alors 95 ans et qu'elle ait mené une vie longue et productive. Elle a été inhumée dans le caveau familial Vanderbilt à Staten Island. L'un de ses fils, issu de son 4e mariage avec Walter Emery Cooper, Carter, s'était suicidé en 1988. Elle a légué sa fortune à l'autre fils issu de cette union, Anderson Cooper, le célèbre présentateur et journaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur des millionnaires tragiques à ne pas envier. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'ai également fait une autre vidéo comme celle-ci il y a environ 4 mois, donc si vous avez trouvé cela intéressant, n'hésitez pas à aller la voir. Et de toute façon, si vous avez des suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Bref, c'est tout pour moi, donc je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vice oubliée. Merci.